Le bruit du gravier craquant sous les bottes était le seul son qui venait troubler l'air figé de l'automne. Le Staff Sergeant James Wilson remontait lentement le chemin envahi par les herbes folles qui menaient à sa ferme. 18 mois passés en Afghanistan l'avaient changé, durci, préparé à tout, ou presque. « Max !» Sa voix se brisa alors que son sac militaire s'écrasait lourdement au sol. Là-bas, au fond du jardin envahi, enchaîné à un vieux poteau rouillé, gisait ce qu'il restait de son berger allemand. Le chien qui, autrefois, bondissait avec puissance et joie, n'était plus qu'un squelette recouvert d'un pelage terne et emmêlé. Ses côtes saillaient sous la peau, ses yeux étaient creusés, des plaques de peau nue remplaçaient les touffes de poils tombés. Mais c'étaient ses yeux bruns, profonds, qui portaient encore une lueur de reconnaissance. Et c'est ça qui brisa James. La queue de Max remua faiblement contre la terre. Une fois, 2 fois, un signe de loyauté, fragile mais intact. Une loyauté qui avait survécu à la faim. James s'effondra à genoux, les mains tremblantes, luttant avec l'attache de la chaîne. « Qui t'a fait ça, mon garçon? Qui t'a fait ça ?» Sa vision se troubla. 18 mois de retenue militaire s'effondraient en une seconde. Le chien tenta de se redresser, en vain. Son corps s'affaissa à nouveau dans la poussière. Sous ses doigts, James pouvait sentir chaque vertèbre, compter chaque côte. Ce n'était pas de la négligence, c'était de la cruauté, de la trahison. La mâchoire serrée, les dents grinçant de rage, il sortit son téléphone et composa un numéro. « Mon colonel, c'est James Wilson, je suis rentré. » Il avala sa salive, regardant Max. « Et Max? Max est encore là, mais quelqu'un l'a laissé mourir de faim. » Sa voix se fit plus basse, plus sombre. « Ça s'arrête aujourd'hui, pas seulement pour Max. » La guerre qu'il avait laissée derrière lui n'était jamais restée au Moyen-Orient. Elle avait trouvé un autre terrain. Et cette fois, l'ennemi avait un visage. James Wilson s'apprêtait à mener le combat le plus important de sa vie. Laissez un like et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant de quelle ville vous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. James n'avait jamais imaginé rentrer chez lui pour vivre un cauchemar. À 32 ans, il portait sur ses épaules le poids de 3 déploiements en Afghanistan, une étoile de bronze et une Purple Heart dans son sac de toile. Né et élevé à Pine Ridge, il était un soldat de la 3e génération. Son grand-père avait combattu au Vietnam, son père était mort pendant la guerre du Golfe. James, lui, avait toujours été ce garçon calme et fiable, celui dont les anciens du village disaient « ce gamin a été élevé comme il faut ». Après avoir perdu son père à la guerre et sa mère dans un accident causé par un conducteur ivre 2 ans plus tard, James avait été élevé par ses grands-parents dans cette ferme modeste à la lisière de la ville. Ils étaient à mort pendant son 2e déploiement. Ne lui restait qu'un véritable compagnon, Max. La vieille maison blanche, à la peinture écaillée, au porche grinçant, avait attendu son retour, tout comme le chien, qu'il avait sauvé bien plus souvent qu'il ne pouvait le compter. Max était entré dans sa vie 5 ans plus tôt, un chiot maigrelet promis à l'euthanasie dans le refuge du comté. Mais dans ses yeux, James avait vu quelque chose, une détermination, une flamme. À cette époque, James luttait contre les cauchemars, hanté par sa 2e mission. Il avait ramené le chiot à la maison, l'avait appelé Max, en hommage à son grand-père Maxaméléon, et avait trouvé un sens en le nourrissant, en le dressant, en le sauvant. Peu à peu, Max avait développé un talent presque surnaturel pour détecter les crises de stress post-traumatique. Chaque fois que les ombres de la guerre se rapprochaient, Max se couchait contre les jambes de James, ancrant son maître à la réalité. Ils étaient devenus inséparables, jusqu'à ce que l'armée rappelle James au devoir. Pine Ridge, population 8539. Le vieux panneau à l'entrée de la ville n'avait pas changé. Et d'ailleurs, rien n'avait vraiment changé. Les mêmes drapeaux américains flottaient sur les mêmes vérandas. Le maire Robert Thompson, 65 ans, dirigeait toujours la ville d'une main ferme depuis 2 décennies, conduisant sa Cadillac noire immaculée jusqu'à sa place de parking attitrée devant la mairie. Cette ville, fière de ses traditions et de son immobilisme, avait longtemps rassuré James. Mais aujourd'hui, alors qu'il portait Max, plus mort que vif, jusqu'à son pick-up, ce même conservatisme lui paraissait étouffant. Il conduisit directement jusqu'à la clinique vétérinaire. Elle avait été reprise 2 ans plus tôt par Sarah Mitchell, une jeune vétérinaire de 29 ans, aux cheveux auburn attachés en queue de cheval et aux yeux verts perçants.
Nouvelle dans la région, elle avait gagné la confiance des habitants par sa compétence et sa discrétion. Ce que peu savaient, c'est qu'elle avait toujours gardé un œil sur James. Chaque fois qu'il amenait Max pour une consultation avant ses départs, elle le regardait un peu plus longtemps. Une photo de lui en uniforme était discrètement rangée dans son tiroir. Frank Carter, le voisin de James depuis 10 ans, était propriétaire du magasin de bricolage local. 58 ans, grande gueule, poignée de main ferme, figure typique du commerçant de petite ville. C'est à lui que James avait confié Max avant de repartir. Il lui avait laissé un paiement anticipé et un congélateur plein à craquer de repas préparés. Mais aujourd'hui, face à ce qu'il restait de Max, James ne comprenait pas. Comment cet homme, à qui il avait confié son compagnon le plus précieux, avait-il pu le trahir à ce point? La lumière crue des néons de la clinique jeta des ombres dures sur le corps osseux de Max. Sarah l'examinait en silence, le visage figé, professionnel, mais ses yeux trahissaient la stupeur. Chaque vertèbre saillait sous ses doigts. James, rigide, les poings serrés, surveillait chacun de ses gestes avec l'hypervigilance d'un soldat revenu de l'enfer. Malnutrition sévère, confirma Sarah. Sa voix était sèche, étranglée par la colère. Parasite, escardu à l'immobilité. Déshydratation. Depuis combien de temps étiez-vous parti? 18 mois. Et Frank Carter devait s'en occuper? Je l'ai payé d'avance. Je lui ai laissé tout ce qu'il fallait, la nourriture, les médicaments, tout. Frank Carter, répéta-t-elle, son regard s'embrasa. L'homme qui s'achète un nouveau pick-up chaque année alors qu'il pleurniche sur les finances de son magasin? Elle inséra délicatement une perfusion dans la pâte avant de Max. Ce chien ne meurt pas depuis des jours, James. Il meurt depuis des mois. James sentit sa gorge se nouer. Je vais le tuer. Sarah posa une main douce sur son bras. Non, ce que tu vas faire, c'est porter plainte. Et pendant ce temps, je vais stabiliser Max. Ensuite, on découvrira la vérité. Son regard s'adoucit. Je suis désolé, James. J'aurais dû vérifier. Pendant que Sarah s'activait autour de Max, James tournait en rond dans la petite salle d'examen, incapable de tenir en place. Dans sa tête, les pensées tournaient en boucles rapides, sombres, bruyantes. Des calculs de guerre, de représailles, de justice. Puis son téléphone vibra. Un appel entrant. Frank Carter. James hésita. Sa main tremblait légèrement quand il décrocha. « Alors fiston, j'ai entendu dire que t'étais rentré. Comment c'était le bac à sable ?» La voix de Frank résonna dans le téléphone avec son éternelle jovialité forcée. Aucune trace de culpabilité, aucune allusion à ce qu'il avait fait. James serra la mâchoire. « Mon chien est en train de mourir. Le chien dont tu étais censé t'occuper. » Silence, puis « Bon, attends une seconde, Jimmy. J'ai eu des problèmes familiaux. Ma sœur à Columbus est tombée malade. J'ai dû partir des semaines entières. J'ai demandé à mon fils de surveiller le chien. Tu connais les ados ? Des excuses, des justifications. Comme un bombardement sourd, elle frappait James sans jamais atteindre le cœur de sa colère. « Je suis chez Sarah Mitchell avec Max. Il est à l'agonie, Frank. C'est bien triste, vraiment, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Tu peux pas m'en vouloir pour... » James coupa la communication. Sa respiration devenait courte, haletante, la pièce semblait tanguer, les murs se rapprochaient. Un vertige le prit. Il n'était plus dans une clinique, il était de retour à Kandahar, du sang sur le sable. Quelqu'un qu'il n'avait pas pu sauver. James. La voix de Sarah perça le brouillard. Elle s'approcha doucement, les yeux tendus. « James, regarde-moi !» Il sentit une pression contre sa jambe. Baissant les yeux, il vit Max, couché, les flancs maigres soulevés par un souffle difficile. Et pourtant, malgré la douleur, malgré la faiblesse, le chien avait réussi à venir jusqu'à lui, à appuyer son corps contre le sien, le même geste qu'il faisait autrefois quand James hurlait dans la nuit, prisonnier de ses cauchemars. « Il se souvient », murmura James, tombant à genoux près de la table. Après tout ce qu'il a subi, il se souvient encore. Il passa doucement la main sur la tête de Max, sentant la peau chaude sous les poils clairsemés. La porte s'ouvrit, interrompant ce moment fragile. Une jeune femme entra avec un chat dans une caisse. Un vieil homme la suivait, tenant un beagle fatigué en laisse. Sarah s'excusa et alla les accueillir. James ne pouvait s'empêcher d'écouter les bribes de conversation. D'autres histoires, d'autres animaux oubliés. Des promesses non tenues, des voisins qui avaient juré de surveiller mais qui n'avaient rien fait, des arrangements tombés à l'eau. Quand Sarah revint, son visage s'était durci.
Ce n'est pas juste Max, James. Elle s'assit, croisant les bras. Depuis 1 an, on voit plus de cas de négligence que je ne peux en compter. Le responsable de la protection animale du comté est parti à la retraite au printemps dernier. Le maire Thompson n'a jamais nommé de remplaçant. Elle soupira. Les coupes budgétaires, qu'il dit. Résultat, personne pour faire appliquer les lois. Elle le regarda dans les yeux. La police du comté devrait prendre le relais, mais ils sont déjà débordés. Et les animaux, crois-moi, ce n'est pas leur priorité. Le soir tomba. James ne quitta pas Max d'une semelle. Sarah lui apporta un café tiède et un sandwich emballé du dîner d'à côté. Entre 2 urgences, elle revenait toujours vers eux. À minuit passé, elle le trouva endormi sur la chaise près de la cage de Max, la main posée sur le flanc du chien. Elle lui toucha doucement l'épaule pour le réveiller. « Tu peux rester. Il y a un lit pliant dans mon bureau. » James se frotta le visage. « Je n'aurais jamais dû le laisser. Tu servais ton pays, James. Tu as fait confiance à la mauvaise personne. » Elle hésita, puis ajouta « Tu savais que Frank siège au conseil municipal? Il est pote de golf avec le maire Thompson. » Un frisson glacé traversa la colonne de James. « Donc, même si je dépose plainte, ils peuvent l'enterrer. C'est déjà arrivé ?» James regarda Max. Le chien dormait profondément, stabilisé par les perfusions et les antidouleurs. Sa respiration était lente, régulière. En Afghanistan, James avait appris que parfois les circuits officiels échouaient, et que lorsqu'ils échouaient, les hommes devaient trouver leur propre voie pour obtenir justice. « Je n'ai pas pu sauver mes hommes à Kandahar, murmura-t-il. 3 sont morts sous mon commandement, mais je vais sauver Max. » Il leva les yeux vers Sarah. Son regard était clair, résolu. « Et ensuite, on va faire quelque chose pour ce qui se passe dans cette ville. » Sarah le fixa longuement, puis hocha la tête. « Quoi que tu décides, je suis avec toi. » Dehors, Pine Ridge dormait, ignorant que le soldat silencieux qu'elle avait envoyé au front 18 mois plus tôt était revenu avec une mission qui allait ébranler les fondations de toute la communauté. 3 jours après son retour à Pine Ridge, le monde de James Wilson s'était réduit à une seule pièce, l'arrière-salle stérile de la clinique vétérinaire de Sarah Mitchell. Il dormait sur un lit de camp à côté de la cage de Max, se réveillant au moindre gémissement pour poser une main rassurante sur son flanc. Il ne mangeait que lorsque Sarah insistait. Il ne parlait presque pas. Il restait là, les yeux fixés sur son chien. Sarah, elle, était devenue son lien au monde. Elle venait chaque matin avec des vêtements propres, des repas faits maison, des médicaments pour Max. Elle vérifiait les perfusions, surveillait les constantes, prenait des nouvelles du chien comme si elle prenait soin d'un frère d'armes blessé. « Il va mieux ?» dit-elle le 4e jour, en examinant les dernières analyses sanguines. Lentement, mais il se bat. James hocha la tête, grattant doucement derrière les oreilles de Max. Le regard du chien, autrefois vide, commençait à retrouver un éclat. Il le suivait à nouveau des yeux, bougeait légèrement la tête lorsqu'il parlait. « Est-ce que je peux le ramener à la maison ?» demanda-t-il, l'espoir glissé dans sa voix. Sarah hésita, puis secoua la tête. « Pas encore, peut-être demain. Je préfère qu'il reste sous perfusion une nuit de plus. » Elle s'assit à côté de lui, sur le petit banc en bois qu'ils avaient poussé contre le mur. « Tu sais ce que tu vas faire pour Frank ?» James ne répondit pas tout de suite. Il avait passé ses nuits blanches à réfléchir, à ruminer, à envisager 1000 scénarios. Il avait déposé plainte, comme Sarah l'avait conseillé. Mais le rapport semblait s'être volatilisé dans les limbes administratives du comté, exactement comme elle l'avait prédit. Le shérif Dawson avait déclaré que c'était une affaire civile, qu'il devait régler ça entre hommes. Alors James avait décidé d'utiliser une autre méthode, une qu'il avait apprise en Afghanistan. Quand les voies officielles échouent, dit-il en sortant son téléphone, on s'adresse directement au peuple. Il ouvrit Facebook, une application qu'il n'avait pas utilisée depuis des mois, voire des années. Il commença à écrire. Sarah l'observa en silence, tandis qu'il tapait, lentement, mais avec conviction. Il y a 4 jours, je suis rentré de mission. J'espérais retrouver mon chien, Max, fidèle au poste, dans notre vieille ferme. À la place, je l'ai trouvé enchaîné dans le jardin, affamé, à moitié mort. Le chien qui m'a aidé à survivre à 3 déploiements en Afghanistan a été abandonné par l'homme à qui je l'avais confié. Un homme que j'ai payé, un homme que je croyais être mon ami. Il joignit 2 photos, l'une de 2, Max et lui, juste avant son départ.
Max dressé fièrement à ses côtés, James en uniforme, l'autre prise la veille, où Max gisait dans la poussière, son corps réduit à l'ombre de ce qu'il avait été. Voici ce qu'il reste de lui, voici ce qu'il reste quand on trahit la confiance d'un être sans défense. Ce n'est pas qu'un chien, c'est un compagnon, un frère d'armes, un survivant. Et il n'est pas le seul. Cette ville a un problème, j'en ai assez de me taire. Si vous croyez vous aussi qu'il est temps que ça change, partagez ce message. Pour Max, pour tous les autres. Son doigt resta suspendu au-dessus du bouton « Publier ». « Ça va te faire des ennemis ?» souffla Sarah. James inspira profondément. « J'ai connu pire. » Et il appuya. Le soir même, la publication avait été partagée plus de 5000 fois. Le lendemain matin, alors qu'il rentrait enfin à la maison avec Max installé doucement sur un coussin dans la voiture, le compteur dépassait les 20 000 partages. Son téléphone se mit à sonner. Des numéros inconnus. Journalistes, radio locale, chaîne régionale, tout le monde voulait savoir. Tout le monde voulait parler à James Wilson. Même le Pine Ridge Gazette frappa à sa porte. Emily Parker, une jeune femme déterminée, au visage anguleux, au regard perçant, accompagnée d'un photographe. « Je ne veux pas de publicité », j'ai déclaré à James en ouvrant la porte. « Je veux de la justice. » « Et si je vous disais que je peux vous aider à obtenir les deux ?» répondit-elle calmement. James hésita, mais derrière lui, Max dormait sur un lit orthopédique neuf. Il méritait mieux, ils méritaient tous mieux. Il les laissa entrer. Emily resta toute l'après-midi. Elle prit des notes, écouta, enregistra. James lui parla de Max, de Frank, du rapport disparu, des dizaines d'autres cas que Sarah avait mentionnés. « Est-ce que vous accepteriez de témoigner à la caméra ?» demanda-t-elle finalement. La chaîne régionale WKPR couvre 6 comtés. Il faut que les gens vous entendent, pas seulement qu'ils vous lisent. 2 jours plus tard, James se tenait dans son salon, inconfortable, pendant que des caméras filmaient Max marchant péniblement jusqu'à sa gamelle d'eau. La journaliste, une femme douce nommée Diane, posait des questions simples, sincères. Elle lui laissa de l'espace pour raconter. Ne le poussa pas à accuser, mais quand elle lui demanda qui était responsable, James répondit « Frank Carter », et il ajouta le refus de remplacement du responsable de la protection animale par le maire Thompson. « Ce n'est pas seulement à propos de Max », déclara-t-il devant les caméras. « C'est à propos d'une communauté qui laisse souffrir ses plus vulnérables. En Afghanistan, j'ai vu ce que ça fait quand on détourne les yeux de la cruauté. Elle ne disparaît pas, elle se propage. » L'interview fut diffusée au journal télévisé de 18h. À 20h, le téléphone de James explosait de messages. Certains de soutien, d'autres haineux. Frank Carter appela, sa voix pâteuse, menaçante. « Tu vas me le payer, Wilson ?» Pour diffamation, le maire Thompson laissa un message sec. « Vous devriez vous concentrer sur votre retour à la vie civile, pas semer la zizanie. » Mais d'autres appelaient aussi. Des gens qu'ils ne connaissaient pas, des habitants du comté, des étrangers. « Comment peut-on aider ? J'ai vécu la même chose. Merci de parler pour ceux qui ne peuvent pas. » Puis, un message anonyme, sans signature. « Regarde ton PayPal. Continue à te battre. » James ouvrit l'application. Un don de 5 000 $ venait d'être transféré, avec un message « Pour Max et pour tous les autres ». Le lendemain matin, une petite foule s'était rassemblée devant la mairie de Pine Ridge. Une trentaine de personnes, pour la plupart des femmes, des retraités, des jeunes mères, certains avec leurs enfants, d'autres avec des pancartes bricolées à la hâte. « Justice pour Max ». Remettez un agent de contrôle animalier. La compassion ne devrait pas être illégale, James n'avait rien organisé. Mais quand Sarah l'appela pour lui en parler, il sut qu'il ne pouvait pas rester à l'écart. Il enfila sa veste, ajusta la laisse de Max, encore affaibli mais capable de marcher quelques pas, et se rendit sur les marches de la mairie. Emily Parker était déjà là, appareil photo en main, immortalisant la scène. Le maire Thompson sortit du bâtiment à cet instant précis. Costume parfaitement repassé, cheveux argentés, plaqués avec soin, il parut surpris en découvrant la foule. Mais il se ressaisit vite. « Ce rassemblement est inutile », déclara-t-il en réajustant sa cravate. « Nous sommes une petite ville avec des ressources limitées. Nous ne pouvons pas nous permettre des services spécialisés en protection animale alors que nous avons du mal à financer nos besoins de base. » James s'avança d'un pas. Sa voix resta calme, posée. « Il ne s'agit pas de services spécialisés, monsieur le maire. Il s'agit de faire appliquer des lois qui existent déjà, de tenir les gens responsables quand ils négligent ou maltraitent des animaux. » « Ces préoccupations sont exagérées, » répondit le maire, sa voix projetée pour que tous l'entendent. «
Pine Ridge a toujours été une ville agricole, les animaux sont une propriété, pas des personnes. Un murmure d'indignation parcourut la foule. Une femme âgée, fine, droite malgré l'âge, fit un pas en avant. « Je m'appelle Margaret Williams. Mon mari et moi avons élevé du bétail ici pendant 50 ans, Robert Thompson. Et je peux vous dire qu'il y a une grande différence entre l'élevage responsable et la cruauté. Et vous le savez aussi bien que moi. » Le maire, le visage tendu, recula vers l'intérieur du bâtiment, mais pas sans avoir lancé, d'une voix forte, « La question sera traitée lors du prochain conseil municipal. » En temps voulu. Dans les jours qui suivirent, James ne resta pas inactif. Il passa ses soirées à recueillir des témoignages avec Sarah à ses côtés. Ils contactèrent des vétérinaires de comtés voisins, documentèrent les cas de négligence, comparèrent les modèles de villes rurales ayant su mettre en place des systèmes efficaces sans plomber leur budget. 5 nouveaux dons anonymes arrivèrent. 7 000 $ supplémentaires. Pas assez pour tout changer, mais assez pour continuer. La veille du conseil municipal, James s'assit sur le vieux porche de la ferme familiale, Max couché à ses pieds. Il scrutait le soleil couchant au-dessus des champs. Le vent léger soulevait les poils du chien, désormais un peu plus épais, plus brillant. Il reprenait des forces, lentement mais sûrement. Son téléphone vibra, un email, objet, une solution pour Max et pour les autres. L'expéditeur était simplement signé « Un vétéran pour le changement ». Le message contenait une proposition détaillée, créer une organisation de secours animalier privé gérée par des vétérans alliant thérapie post-traumatique et réinsertion. Il y avait des liens vers des projets similaires dans d'autres États, des photos, des chiffres, des témoignages, et ce dernier paragraphe, parfois le système ne peut pas ou ne veut pas se réparer. Parfois, il faut construire quelque chose de nouveau. Tu as du soutien si tu décides de mener ce combat. James regarda Max. Le chien leva les yeux vers lui avec une confiance absolue, comme s'il savait. Ce soir-là, James comprit que quoi qu'il arrive lors de la réunion, sa décision était déjà prise. Le lendemain soir, la salle du conseil municipal était pleine à craquer. Tous les sièges occupés, les murs tapissés de citoyens debout, les couloirs débordants. Une centaine de personnes au moins, certains avec des chiens en laisse, d'autres avec des banderoles. James se tenait au fond de la pièce, Max assis dignement à ses côtés, Sarah près de lui. Sur l'estrade, les membres du conseil siégeaient en ligne. Le maire Thompson au centre, Frank Carter à l'autre bout, le visage fermé, le regard dur, le sujet du jour, projet d'ordonnance 2023-17 sur la réglementation des refuges animaliers dans les zones résidentielles et agricoles. Si elle passait, cette ordonnance imposerait un maximum de 3 animaux par propriété résidentielle. Et au-delà de 5, une déclaration commerciale, des inspections, des frais. En clair, cela fermerait Max's mission. Il ne s'agit pas d'un cas particulier, insista le maire en ouvrant la séance. Il s'agit d'urbanisme, de respect des règles, de qualité de vie. Hank Drummond, leader de l'Alliance de protection agricole, fut appelé à la barre. Je compatis aux intentions de M. Wilson, mais de bonnes intentions ne suffisent pas. Mon exploitation suit des règles strictes. Pourquoi un refuge ne devrait-il pas en faire autant? Des murmures d'approbation s'élevèrent d'un coin de la salle. James sentit le poids de ses notes dans sa poche, son discours préparé, les arguments, les données, tout était prêt. Mais au fond de lui, il savait qu'il ne lirait rien ce soir. Quand le maire prononça son nom, James s'avança, lentement. Max marchait à ses côtés, silencieux, solennel. Ils arrivèrent jusqu'au micro. La pièce se tut. James leva les yeux. J'avais prévu un discours, en dit-il simplement. Puis il le rangea dans sa poche et il parla. J'avais prévu un discours sur les dérogations, les permis d'exploitation, les avantages économiques de Max's Mission pour Pine Ridge, sur la différence entre un refuge animalier professionnel et un cas de syndrome de Noé. Il marqua une pause, balayant la salle du regard, puis il replia son discours, le glissa dans sa poche et planta son regard droit dans les yeux du maire Thompson. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Il se tourna vers la salle entière, sa voix posée mais ferme. Ce n'est pas une question de règlement, c'est une question de souffrance, une question de douleur qu'on voit et qu'on décide d'ignorer, ou pas. Il posa sa main sur la tête de Max qui resta parfaitement immobile, regardant la foule avec la même sérénité silencieuse que son maître. Il y a 7 mois, je suis rentré d'Afghanistan après 18 mois sur le terrain. Je suis rentré chez moi et j'ai trouvé ce chien, mon chien, attaché à un poteau dans mon jardin en train de mourir de faim. Un murmure choqué parcourut la salle. Je l'avais confié à quelqu'un,
à un homme que je croyais digne de confiance. J'avais tout préparé. Nourriture, médicaments, instructions. Il ne s'agissait pas d'un oubli. C'était volontaire. Et je l'ai compris trop tard. Il respira profondément. Son regard s'assombrit. Sa voix trembla légèrement mais ne fléchit pas. J'aurais pu régler ça en privé, obtenir justice pour Max, me taire, passer à autre chose. Mais ce que j'ai découvert, c'est que Max n'était pas un cas isolé. Il désigna Sarah dans la foule. Le docteur Mitchell a documenté plus de 60 cas de négligence ou de maltraitance dans notre comté, rien que cette année. Et avec la suppression du poste de contrôle animalier, aucun d'entre eux n'a été traité. Aucun. Silence. On me demande souvent, pourquoi est-ce que ça compte autant? Pourquoi se battre pour des chiens, quand il y a tant de problèmes humains? Il leva les yeux, sa voix s'amplifiant naturellement. Je refuse ce faux dilemme. En Afghanistan, j'ai vu ce qui arrive quand on laisse la cruauté s'installer. Elle ne s'arrête pas aux chiens. Elle ne s'arrête jamais aux plus petits. Elle s'étend, elle se banalise, et elle ronge tout sur son passage. Un homme au fond de la salle lança d'une voix grave « Amen ». James le reconnut, le révérend Jackson de l'église baptiste AEM. Un contrepoids à l'autre pasteur, celui qui prêchait que les chiens n'étaient pas des âmes. James reprit, le regard plus intense. Max's mission n'est pas seulement un refuge pour chiens. C'est un lieu où des vétérans comme moi retrouvent un but, où des enfants apprennent la compassion, où une communauté choisit de protéger ceux qui ne peuvent pas parler. À cet instant précis, Max se redressa, s'assit fièrement, regardant les membres du conseil droit dans les yeux. Une vague de rires émus traversa la salle. Un instant de légèreté, un instant d'humanité. L'ordonnance que vous proposez aujourd'hui n'est pas un encadrement raisonnable. C'est une arme, pointée contre une initiative qui dérange, une tentative d'étouffer ce qu'on n'a pas eu le courage de soutenir. Il se tourna lentement vers Frank Carter. Certaines dettes doivent être payées en intégralité, et vers les autres membres du conseil, certains combats, on ne peut pas les éviter, et certains silences deviennent des complicités. Il recula d'un pas. Mais avant de quitter le pupitre, il ajouta « Je vous annonce officiellement la création de Max's Mission, un centre de sauvetage, de réhabilitation et de réinsertion pour animaux abandonnés et pour humains brisés. Que vous votiez pour ou contre, il existera. Parce qu'il faut bien que quelqu'un se lève. » Le printemps arriva à Pine Ridge avec ses fleurs de cornouiller, ses brises douces et un nouveau son qui résonnait dans la campagne, celui des marteaux, des perceuses et des voix humaines. Le vieux domaine Jensen, à 15 minutes du centre-ville, avait été racheté. 15 hectares, une ferme délabrée, 3 bâtiments abandonnés et désormais un projet en marche. James avait utilisé presque toute sa solde de guerre pour acheter la propriété. Il avait nettoyé les granges, redressé les clôtures, transformé les vieux hangars laitiers en chenils modernes. « Passe-moi le niveau à Bulle, tu veux ?» lança-t-il à Marcus Reyes. Marcus, un ancien marine de son unité, peinait à retrouver un emploi stable depuis sa démobilisation. Il avait été le premier à rejoindre la meute de Wilson comme les habitants commençaient à les appeler. Une bande de vétérans reconvertis en bâtisseurs de refuges. On dirait bien que j'installe des enclos pour chiens au lieu de nettoyer des maisons piégées, Staff Sergeant, dit Marcus avec un sourire. Mais au moins, la compagnie est meilleure. James sourit à son tour, chose qui lui arrivait de plus en plus souvent. 3 mois s'étaient écoulés depuis la réunion tendue du conseil. Et malgré l'opposition, Max's mission prenait forme. Chaque clou, chaque sac de ciment, chaque caisse de nourriture venait d'un don, d'un soutien, d'un geste. Max, lui, retrouvait sa prestance. Il boitait encore légèrement mais se déplaçait avec une dignité retrouvée, inspectant les travaux, observant les chiens recueillis, couchant sa tête contre les nouveaux arrivants avec une tendresse infinie. Pas tout le monde n'embrassait la mission. Le lendemain de l'annonce officielle, un panneau griffonné avait été planté à l'entrée du terrain. Ces gens aiment plus les chiens que les enfants. James ne l'avait pas enlevé. C'était un rappel. Le pasteur William Grant de la First Baptist Church avait consacré tout un sermon du dimanche à dénoncer ce qu'il appelait des priorités déplacées. Un chien peut être un ami fidèle, avait-il déclaré du haut de sa chair, mais Dieu nous commande d'aimer notre prochain humain d'abord. Certains fidèles avaient acquiescé, d'autres s'étaient levés et étaient sortis en silence. Le lundi suivant, James recevait 12 nouveaux dons, certains accompagnés de simples mots griffonnés « On peut aimer les deux ». Mais la résistance la plus organisée vint des éleveurs et agriculteurs locaux. Certains craignaient que les avancées en faveur de la protection animale ne débordent un jour sur leurs pratiques d'élevage. Leurs murmures se transformèrent en coalition. Menée par Hank Drummond,
un homme dont la famille élevait du bétail depuis 4 générations dans le comté, ils formèrent l'Alliance pour la protection agricole. Wilson est un gamin de la ville qui joue au fermier, répétait Hank, à qui voulait bien l'entendre, assis sur le tabouret du dîner du carrefour. Il comprend rien à la réalité. Commencez à traiter vos vaches comme des chiens, et bientôt, vous aurez plus rien dans l'assiette. Peu importait que James ait grandi à Pine Ridge. Peu importait qu'il n'ait jamais suggéré d'appliquer les mêmes règles aux animaux d'élevage. La peur avait pris racine, habilement entretenue par les discours prudents du maire Thompson qui évoquait la prudence budgétaire à chaque apparition publique. Mais pour chaque voix contre, 2 se levaient pour Max's mission. La brasserie locale organisa une collecte, 12 000 $ levés en une soirée. Une ancienne institutrice à la retraite offrit sa collection de pièces rares, estimée à près de 50 000 $. Même le garagiste bourru du coin, qui prétendait ne pas s'impliquer dans ces histoires de chiens, déposa un soir 6 niches en bois construites de ses mains, parfaitement vernies. La plus fidèle des soutiens restait Sarah Mitchell. Presque chaque soir, elle venait à la ferme après la fermeture de sa clinique, parfois avec des boîtes de croquettes données par des marques, d'autres fois avec des échantillons de médicaments, parfois juste avec une casserole de chili chaud qu'elle posait sans un mot sur la table. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sur le vieux porche, regardant le soleil plonger derrière les collines, Max dormait entre eux, la tête posée sur la botte de James. Sarah sirotait une limonade, les cheveux auburn détachés pour une fois, la queue de cheval lâchée, baignée dans la lumière dorée. « Tu travailles au trot », dit-elle, les yeux fixés sur l'horizon. « Regarde qui parle », répondit James en désignant son pick-up débordant de cartons médicaux. « Tu passes autant d'heures ici qu'à ta clinique. » Elle haussa les épaules, un sourire aux lèvres. « Ça compte, je suis pas devenu vétérinaire pour soigner des bichons aux dents cassées. Je voulais faire une vraie différence. Et ici, je crois qu'on y arrive. » Il la dévisagea un instant, capturant dans sa mémoire ce moment de paix. Cette femme tenace, fatiguée, mais encore pleine d'espoir. « Pourquoi Pine Ridge ?» demanda-t-il soudain. Elle resta silencieuse, les yeux perdus dans les reflets rouges du ciel. « Mon père était militaire comme toi. On bougeait tout le temps. J'ai toujours rêvé de m'ancrer quelque part, de construire quelque chose de durable, de réparer un coin du monde. » Elle tourna la tête vers lui. « Et la clinique était abordable, et j'ai une montagne de prêts étudiants. » Sa sincérité le fit rire, un rire franc, rare, presque oublié. L'Afghanistan ne lui avait pas laissé beaucoup d'occasions de rire, et depuis son retour, encore moins. Mais ici, au milieu de la poussière, des sacs de croquettes, des tuyaux d'arrosage et des cages repeintes, les rires commençaient à revenir. Les cauchemars, eux, persistaient. Parfois, où il se réveillait en sursaut, trempé de sueur. Il revoyait le sang, la poussière, l'explosion. Parfois, c'était Max qu'il voyait attaché, hurlant. D'autres fois, c'était lui-même, enchaîné à un poteau invisible. Mais chaque fois, il se réveillait avec Max contre lui. Un poids chaud, réel, ancré. Le premier sauvetage après Max arriva au début du mois de mai. 3 chiens, extraits d'un cas de syndrome de collection dans une maison insalubre, découverts lorsque la propriétaire, une vieille femme, fut hospitalisée en urgence. Le shérif, toujours sans agent de contrôle animalier, appela directement James. « On a 15 chiens dans un état déplorable. On n'a pas de capacité officielle pour gérer ça. Mais si un citoyen privé voulait bien aider, James accepta sans hésiter. » Cette nuit-là, lui, Marcus et 2 volontaires installèrent à la hâte un espace d'accueil dans la vieille grange transformée. Sarah vint avec sa trousse de soins, restant jusqu'au lever du soleil pour traiter les otites, infections cutanées et extraire des dents pourries. À la fin du mois de mai, Max's mission avait accueilli 27 animaux, 19 chiens, 5 chats, 3 chevaux âgés d'un élevage voisin, eux aussi négligés. La tension financière, elle, devenait étouffante. James avait vidé 2 cartes de crédit. Il envisageait de prendre une hypothèque sur la maison de son grand-père pour continuer. Les factures s'empilaient, la paie ne tombait pas. « Il nous faut un modèle de financement durable », déclara Emily Parker, venue pour un nouveau reportage. Elle s'était imposée comme chroniqueuse semi-officielle de la mission. Ses articles hebdomadaires tenaient la communauté informée et motivée. « As-tu envisagé de déposer une demande pour le statut d'association à but non lucratif ? Il y a des subventions pour ça. » James hocha la tête. Il y avait pensé, mais les journées faisaient 18 heures. Il courait partout, entre les soins, les réparations, les appels, les cas urgents. Il perdait du poids, dormait peu. Les cauchemars étaient revenus plus forts, plus pressants. Et Sarah le remarqua.
Un soir, après une journée particulièrement difficile, un chien récupéré d'un réseau de combats clandestins couvert de cicatrices, elle le trouva seul dans la grange, assis sur une botte de foin, la tête entre les mains. « Depuis quand t'as pas dormi ?» demanda-t-elle doucement en s'asseyant à côté de lui. Il leva les yeux, l'ombre d'un sourire triste aux lèvres. « Depuis l'Afghanistan. » Elle ne rit pas. « Tu peux pas tous les sauver, James, pas si tu t'effondres. » Il la regarda, le visage ravagé par la fatigue, mais résolu. « Je dois essayer. Après ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, je dois rééquilibrer les choses. » Elle le regarda intensément. « Ce que tu fais ici, ce n'est pas une pénitence. C'est une mission. Il y a une différence. » Quelque chose dans sa voix, ou peut-être dans sa conviction, brisa une barrière chez lui. Quand elle prit sa main, il ne la retira pas. Et quand elle l'embrassa doucement, avec cette tendresse ferme qui disait « Je suis là », il répondit, pas par besoin de rédemption, mais par espoir. Le premier week-end d'adoption de Max's mission eut lieu un samedi ensoleillé, au cœur du mois de juin. 10 animaux, soigneusement réhabilités, soignés, socialisés, trouvèrent un nouveau foyer. Chaque famille avait été rigoureusement sélectionnée. Chaque adoptant avait reçu un livret d'informations, un entretien et une visite du refuge. James observa, le cœur serré d'émotion, une petite fille portant de grosses lunettes serrait contre elle un vieux cocker borgne. Tous deux semblaient reconnaître en l'autre une douleur familière que personne d'autre ne voyait. Sarah glissa sa main dans la sienne. « C'est pour ça qu'on le fait », murmura-t-elle. James acquiesça, incapable de détacher les yeux de la scène. « C'est exactement pour ça. » Mais le jour n'était pas sans nuages. De l'autre côté de la route, alignés en silence, les membres de l'Alliance de protection agricole avaient dressé une table et des pancartes. « Stop aux dérives animalistes. Aujourd'hui les chiens, demain nos vaches. » Ils distribuaient des tracts, affirmaient que Max's mission était la porte d'entrée du radicalisme, que les propriétaires de bétail seraient les prochains visés. James avait donné des consignes strictes. Ignorer, ne pas répondre, ne pas provoquer. Et tout aurait pu dégénérer, jusqu'à l'arrivée d'un vieux pick-up cabossé. Elmer Grantham, 82 ans, vétéran de la guerre de Corée, descendit lentement de son véhicule. Il installa une chaise pliante, directement devant les manifestants. Il sortit un thermos, y versa du citron pressé. « Vous devez avoir soif, à rester là en plein soleil », lança-t-il. « Ma femme a mis un peu trop de sucre, mais bon, ça adoucira pas vos cœurs amers, ça c'est sûr. » Les bénévoles éclatèrent de rire. Les protestataires baissèrent les yeux. L'histoire d'Elmer fit rapidement le tour de la ville. La semaine suivante, une vidéo virale fut diffusée par WKPR, un reportage complet sur Max's mission, monté comme un mini-documentaire. Les images de James et Max, de Sarah et des vétérans construisant les chenils, de la petite fille et son cocker borgne. Toutes racontaient une histoire que les mots seuls ne pouvaient capturer. Et cette fois, même les critiques commencèrent à douter. Mais la plus grosse secousse vint avec l'annonce d'un concert. Dallas Montgomery, superstar de la country, venait à Pine Ridge pour un concert caritatif en soutien à Max's mission. La nouvelle tomba comme un éclair. 6 semaines plus tôt, Dallas avait vu une interview de James. Il avait appelé lui-même. « Mon père est revenu du Vietnam avec des blessures invisibles », avait-il dit à James au téléphone. Le seul à qui il parlait encore, c'était son vieux chien. Il l'a sauvé. Comme Max t'a sauvé, alors je veux aider. Dallas Montgomery, l'homme derrière Faithful Companion, chanson restée numéro 1 des charts pendant 6 semaines. Les billets se vendirent en 2 jours. Les sponsors affluèrent. En quelques jours, plus de 150 000 $ avaient été levés. Le maire Thompson, paniqué, ajouta en urgence un point à l'ordre du jour du prochain conseil municipal. Délibération sur l'ordonnance 2023-17 concernant la régulation du logement animalier dans les zones rurales. Autrement dit, la contre-attaque. James se prépara. Il récupéra des documents, des témoignages, des chiffres, des plans. Sarah et Emily l'aidèrent à peaufiner ses arguments. Chaque ligne de sa présentation était ciselée, appuyée par des faits. Mais il savait. Au fond, il le savait. Ce combat n'était pas administratif. C'était moral. C'était humain. Le soir du conseil, la salle du centre communautaire débordait de monde, des familles, des vétérans, des enfants, des journalistes, des agriculteurs, des opposants, des curieux. Chaque chaise occupée, chaque mur couvert de visages tendus, même le couloir extérieur était rempli. Des haut-parleurs avaient été installés dehors.
Sur l'estrade, les visages familiers, le maire Thompson, crispé, impeccablement habillé, Frank Carter, ricanant. Janet Rivera, la seule membre du conseil, à avoir assisté à l'une des adoptions. Gladys Perkins, secrétaire municipale depuis 35 ans, murmura à son voisin « Même quand on a voulu fermer le lycée, il n'y avait pas autant de monde, et au fond de la salle, James, Sarah à sa gauche, Max couché à ses pieds, calme, droit, silencieux. Le chien n'était plus un symbole de souffrance, il était devenu un symbole de résilience. Lorsque le maire Thompson appela à l'ordre, un silence solennel s'abattit sur la salle. Nous sommes ici pour débattre de l'ordonnance 2023-17 sur la réglementation des installations animales dans les zones rurales et résidentielles. Sa voix était ferme, mais on y devinait l'inquiétude. Hank Drummond fut invité à s'exprimer le premier. Il s'éclaircit la gorge et s'avance lentement vers le micro. « Je suis fermier depuis 40 ans. Mon père, mon grand-père, et son père avant lui. Je comprends qu'on veuille aider les animaux, mais nous suivons des règles strictes dans nos élevages. Pourquoi une organisation comme Max Mission devrait-elle fonctionner sans cadre ? » Un murmure d'approbation s'éleva d'un coin de la salle, là où s'étaient regroupés les membres de l'Alliance agricole. James prit une inspiration, les poings serrés. Il écoutait, notait mentalement les arguments, mais il savait qu'aucun chiffre, aucune régulation ne toucherait les gens autant que la vérité brute. Quand son nom fut appelé, il se leva. Max, fidèle à ses côtés, l'accompagna jusqu'au micro. L'auditoire se tut. « Il y a quelques mois, commença James, j'ai trouvé Max enchaîné dans mon propre jardin, affamé, à l'agonie. Son regard balaya la salle. Les flashs des journalistes capturèrent le moment. J'avais laissé de la nourriture, des soins, des instructions. J'avais payé d'avance. Et pourtant, l'homme à qui j'ai confié mon chien l'a laissé mourir, délibérément. » Un silence lourd s'abattit sur la salle. J'aurais pu me contenter de ça, me battre pour Max et passer à autre chose. Mais très vite, j'ai découvert que Max n'était pas un cas isolé. Il désigna Sarah. Le docteur Mitchell a recensé plus de 60 cas de négligence animale cette année. Et depuis que le poste de contrôle animalier a été supprimé, aucun n'a été poursuivi. Aucun. James se tourna vers le conseil. Cette ordonnance n'est pas là pour protéger les citoyens. Elle est là pour enterrer un problème, pour faire taire ceux qui ont décidé d'agir. Il s'approcha légèrement du micro. « Je vous propose une alternative. Travaillons ensemble, créons un cadre juste, équilibré, une réglementation qui protège les animaux sans nuire aux agriculteurs, mais ne détruisez pas ce que nous avons construit, juste parce que cela vous dérange. » Un silence, puis un mouvement dans le fond de la salle. Une vieille femme se leva, d'une lenteur digne, appuyée sur une canne. Tous la reconnurent, Eleanor Bradford, veuve du plus riche industriel de Pine Ridge et doyenne de la ville, 92 ans. Elle s'avança jusqu'au micro, l'aide de son infirmière à ses côtés. « Je vis ici depuis plus longtemps que la plupart d'entre vous. Mon mari disait toujours que la grandeur d'une ville se mesure à la manière dont elle traite ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. » Elle se tourna vers le maire. « J'ai fait un don à Max Mission parce qu'elle représente ce que Pine Ridge devrait être. Si vous adoptez cette ordonnance, Monsieur Thompson, vous tournerez le dos à ce que notre communauté a de meilleur. » Des applaudissements éclatèrent. Même certains membres de l'Alliance agricole hochèrent la tête, troublés. Mais Frank Carter n'en avait pas fini. Il se leva, ricanant. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Bradford, ce n'est pas de l'émotion qu'il nous faut, c'est du bon sens. Le refuge de Wilson est une exploitation commerciale déguisée, sans permis, sans inspection. Si M. Wilson veut sauver tous les chiens du comté, il n'a qu'à le faire dans les règles. » Le ton sarcastique de sa voix jeta un froid. Et alors que James ouvrait la bouche pour répondre, Sarah prit les devants. Elle s'avança au micro, les yeux brillants, la voix parfaitement calme. « Je suis vétérinaire, et en tant que seul professionnel de la santé animale dans ce comté, je peux vous garantir que Max Mission respecte et dépasse les normes d'État en matière de soins. » Elle posa un classeur épais sur la table du conseil. Dossiers médicaux, carnet de vaccination, plan de traitement, plan d'intervention, nous avons demandé le statut d'association, contracté une assurance, ouvert nos portes aux inspections. Ce que nous ne tolérerons pas, c'est une ordonnance conçue spécifiquement pour nous faire fermer. Le maire Thompson prit un ton sec. Docteur Mitchell, avec tout le respect dû à votre profession, vous avez une relation personnelle avec Monsieur Wilson. Votre objectivité est donc discutable. Un murmure d'indignation monta de la salle. Sarah ne broncha pas. « Ma déontologie professionnelle n'est pas affectée par ma vie privée, monsieur le maire.
Mais puisque vous évoquez les conflits d'intérêts, elle regarda directement Frank Carter. Peut-être que certains membres du conseil, ayant un lien direct avec les événements qui ont conduit à la création de Max Mission, devraient eux aussi envisager de se récuser. Un grondement parcourut la foule, les murmures se transformèrent en clameurs. Thompson tapa du marteau pour rétablir l'ordre, et c'est à ce moment-là que les portes principales s'ouvrirent, et que Dallas Montgomery entra. Le chanteur, en jeans aux chemises à carreaux et chapeau noir, était entouré de son équipe et suivi par une caméra de télévision. Il ôta son chapeau, le tenant sur sa poitrine en signe de respect. « Bonsoir tout le monde », dit-il, sa voix grave et douce, un accent du Tennessee qui sonnait comme du velours. « J'espère ne pas interrompre. Je voulais juste voir de mes propres yeux la ville qui inspire tant de monde. » Le maire tenta de garder contenance. « Monsieur Montgomery, c'est un honneur, mais nous sommes en pleine procédure. Je comprends, et je vais pas vous prendre longtemps. » Il se tourna vers la salle. Grâce à l'histoire de James et Max, on a déjà levé plus de 150 000 $ pour ce concert. Tout cet argent servira ici, pour le refuge, pour les anciens combattants, pour les programmes d'éducation. Il se tourna vers James. « Mon père aussi est revenu du Vietnam brisé, et c'est son vieux chien qui l'a empêché de sombrer. Ce que tu fais ici, c'est pas juste beau, c'est nécessaire. » Une ovation éclata. Même certains membres les plus réticents de l'audience applaudirent. Le maire, blême, tentait en vain de restaurer l'ordre. Et pendant que la salle vibrait encore des applaudissements, un vieux fermier, Henry Wilkin, se leva dans le fond. « J'écoute depuis tout à l'heure, mais j'ai une question. Combien d'entre vous, membres du conseil ou de l'Alliance agricole, ont déjà mis un pied à Max Mission ?» Silence, gêné, éloquent. « Alors je propose ceci, » dit Henry, « qu'on suspende le vote, et qu'on organise une visite officielle, qu'on voit de nos propres yeux, et qu'on juge en connaissance de cause. » Jeannette Rivera, restée silencieuse jusqu'alors, prit la parole. « Je seconde cette motion. Je propose qu'on reporte l'ordonnance, le temps de visiter le site et de construire une solution équilibrée. » Le maire serra les dents. « Qui est pour ?» 5 mains se levèrent. Tous, sauf lui et Frank Carter. La motion fut adoptée, la salle se vida lentement, dans un murmure d'excitation et d'espoir. James, toujours debout près de Max, fut bientôt entouré. Des anciens élèves, des journalistes, des vétérans, des inconnus, tous voulaient lui serrer la main, lui dire merci, lui confier leur soutien. Dallas Montgomery signait des autographes dans un coin, prenant des photos avec des enfants, des familles, des chiens. Sarah glissa sa main dans celle de James. Ils sortirent ensemble dans la fraîcheur du soir. « On n'a pas encore gagné », dit-elle doucement. « Non », répondit James, « mais pour la première fois, j'ai l'impression qu'on pourrait. » Ils ne virent pas Frank Carter posté dans l'ombre, près de son pick-up. Ils les observaient, immobiles, glaciales. Et lorsque la foule disparut dans la nuit, il sortit son téléphone. « Thompson, c'est Frank. Ce soir, c'était un désastre. On va devoir changer de stratégie. » Pause. « Oui, je sais exactement où les frapper. Là où ça fera mal. » L'été arriva, brûlant et impitoyable. Le soleil martelait les toits en tôle des bâtiments rénovés de Max Mission, transformant les granges en fournaises malgré les ventilateurs industriels qui tournaient jour et nuit. James passait ses journées à arroser les graviers entre les enclos pour faire baisser la température et ses nuits à remplir des feuilles de calcul, gérer les approvisionnements et répondre à des courriels. Les factures montaient, les appels aussi. Le refuge, depuis la médiatisation, recevait des demandes quotidiennes, des abandons, des signalements, des urgences. Certains jours, il y avait plus de chiens que de niches. Sarah s'inquiétait. « Tu ne dors presque plus, tu ne manges qu'en cachette, et je sais que t'as recommencé à faire des cauchemars. » James haussa les épaules, épuisé. « Max tient bon, on tient bon, ça ira. » Mais il ne lui disait pas tout. Depuis quelques jours, Max mangeait moins. Il ne courait plus pour saluer les nouveaux venus, il préférait rester couché à l'ombre, ses respirations plus lourdes, son regard plus flou. James se forçait à croire que c'était la chaleur. Jusqu'à ce jour, Max s'effondra. Ce fut comme un déchirement. Alors qu'il supervisait un nettoyage de chenil, James le vit vaciller puis tomber brusquement, ses pattes arrière repliées sous lui. « Max !» hurla-t-il, courant jusqu'à lui. Sarah accourut, déjà en train de prendre ses constantes. Elle n'avait même pas besoin d'examiner longtemps. Il est en détresse. Il faut l'emmener à la clinique, maintenant. Les heures qui suivirent furent un tourbillon. Sarah agit avec calme et professionnalisme. Perfusion, oxygène, test sanguin. James, lui, tournait en rond, incapable de se poser, priant en silence, les poings tremblants.
Quand elle sortit enfin de la salle d'examen, son visage disait déjà tout. Il est stable, pour l'instant. Elle l'emmena à part dans le petit bureau du fond. Les résultats montrent une grave insuffisance rénale. James blêmit. Ce n'est pas un incident aigu, James. C'est chronique. C'est le résultat de la malnutrition, de la déshydratation, de la souffrance. Son corps a résisté. Mais les dommages étaient là. James ne comprenait pas. Mais il mangeait. Il reprenait du poids. Il se relevait. Il compensait. Mais ses reins étaient déjà endommagés. Et aujourd'hui, son corps n'arrive plus à suivre. Il va falloir des soins spécialisés, des traitements lourds. Elle hésita avant d'ajouter « Il a peut-être besoin de dialyse, de nutrition assistée. Et la seule clinique équipée, c'est à Columbus. » James s'effondra sur une chaise. Columbus, c'était 2 heures de route. Et ce que Sarah décrivait, c'était des milliers de dollars. Elle lui expliqua les étapes. Hospitalisation initiale, $3 000. Traitement rénal, $8 000. Dialyse possible, $15 000. Hospitalisation intensive, $120 par jour. James n'entendait plus, son regard fixé sur le mur, ou plutôt sur tout ce qu'il risquait de perdre. « Je paierai, dit-il simplement. James, attends, je m'en fiche, c'est Max, il a tenu bon pour moi. Je tiendrai pour lui. » Cette nuit-là, James dormit sur le sol à côté de la cage de Max, sa main posée sur le flanc du chien, sentant chaque respiration, chaque battement. Et au matin, il prit sa décision. Il appela la clinique spécialisée de Columbus et prit rendez-vous pour l'après-midi. Quand Sarah arriva, elle le trouva penché sur son téléphone, en train de remplir des demandes de crédit en ligne. « James, tu réfléchis à ce que ça implique, au moins, financièrement ? Max d'abord. Le reste, on verra. Et le refuge. Tu as 32 animaux qui dépendent de toi. Tu as déjà vidé 2 cartes de crédit. Tu peux pas tout porter seul. J'ai pas le choix ?» Mais il savait qu'elle avait raison, et les jours suivants allaient le prouver. La clinique exigea un dépôt immédiat de $5 000. James paya en vidant ses dernières économies. Chaque jour à Columbus coûtait $1 000. Les nouvelles étaient de mitigées. Max répondait lentement, mais le traitement était lourd. Et il lui fallait encore une opération pour poser une sonde d'alimentation. James faisait l'aller-retour entre Pine Ridge et Columbus, dormant dans son camion, mangeant des restes, vivant au centime près. Et pendant ce temps, le refuge s'effondrait. Marcus Reyes, resté sur place, faisait de son mieux. Mais les bénévoles fondaient les uns après les autres. 2 promesses de dons tombèrent à l'eau. Une pompe à eau lâcha. La nourriture se faisait rare. James revint une nuit, épuisé, affamé, vidé. Marcus l'attendait à la table de la cuisine, un bloc-notes devant lui. « On est dans la merde, mon staff sergent !» Il énuméra les dettes, la nourriture, l'électricité, l'hypothèque. Le total, $8,750. James ferma les yeux. « Je peux vendre mon camion ? Et la montre de mon grand-père. Ça couvrira les factures les plus urgentes. » Marcus secoua la tête. « Ton camion te sert à aller voir Max, et vendre des souvenirs familiaux, c'est de la survie, pas une stratégie. » James le fixa, les mâchoires crispées. « Tu veux que je fasse quoi ? Le laisser mourir ? Laisser tomber le refuge ?» Marcus posa une main sur son bras. « Peut-être que c'est le moment de demander de l'aide, le vrai genre d'aide, pas des dons anonymes, pas des likes, des gens, du concret. » Mais James se replia sur lui-même. Il n'avait jamais su demander, ni sur le terrain, ni à son retour, ni aujourd'hui. Et pourtant, le moment approchait, le moment où il n'aurait plus d'autre choix. Le lendemain, alors qu'il se trouvait dans le parking de la clinique vétérinaire spécialisée de Columbus, James reçut l'appel qu'il redoutait. Le vétérinaire en chef était formel. Max avait fait des complications. Il avait besoin d'une chirurgie pour poser une sonde d'alimentation. Son traitement devait être ajusté d'urgence. Et les coûts allaient dépasser les $20 000. James raccrocha. Il resta un long moment dans son pick-up, moteur éteint, les mains sur le volant, le regard perdu. Son application bancaire affichait $237,43. Ses cartes étaient saturées. L'échéance de son prêt immobilier était dépassée. Pour la première fois depuis son retour d'Afghanistan, il se sentit entièrement dépassé. Il avait affronté les bombes, les balles, les cris dans la poussière. Il avait perdu des frères d'armes, mais jamais il ne s'était senti aussi impuissant. Il retourna à Pine Ridge. Et ce soir-là, seul dans le salon de la ferme, James fit ce qu'il avait juré de ne jamais faire. Il décrocha ses médailles. Bronze Star, Purple Heart, citation, ruban, insigne. Il les sortit de leur vitrine. Il les étala sur la table face à lui, non pas pour les admirer, mais pour les vendre, pour payer, pour sauver.
Il ouvrit son ordinateur, tapa « Revendre médaille militaire collection » et chercha un acheteur. C'est à ce moment-là que Sarah entra. Elle s'arrêta net. Elle vit les décorations, le regard de James et la bouteille de whisky à moitié vide à ses pieds. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il leva les yeux, lentement. La voix rauque, presque cassée. « Tu le vois bien, je sauve ce qui peut encore l'être. » Elle s'agenouilla, attrapa la bronze star, la tint dans sa paume. « Ça compte, James, ça... Tout ça, c'est ce que tu es. Non, ça, c'est ce que j'étais. Ce que j'ai fait là-bas, ça ne veut plus rien dire si je n'arrive même pas à sauver Max. » Il parlait vite, presque en hurlant maintenant. Le barrage avait lâché. Je suis allé là-bas pour défendre un pays, un peuple. J'ai vu des hommes mourir. J'ai commandé des soldats qu'on a laissés crever. Et je rentre ici, et je regarde Max mourir, parce que je suis fauché, parce qu'un enfoiré voulait me punir. Il éclata. Max Mission, c'était censé rééquilibrer la balance. C'était censé racheter tout ce qu'on n'a pas pu réparer. Tout ce que j'ai pas pu empêcher. Sarah tenta de l'approcher, de le rassurer, mais il se dégagea les yeux humides. Si je peux pas sauver Max, à quoi ça a servi? À quoi ça rime? Elle resta un long moment silencieuse, puis se leva, sans un mot. Elle sortit. Et cette nuit-là, pour la première fois, elle ne revint pas. Le lendemain matin, James n'était qu'un fantôme. Les poches sous les yeux, le teint cireux. Le pas traînant. Il ouvrit la grange, distribua la nourriture, vérifia les cages, mécaniquement. Le regard vide. Et pendant ce temps, la ville s'agitait. Les rumeurs de la rechute de Max s'étaient répandues. Les partisans de Max Mission lançaient des appels aux dons, des campagnes de soutien. Emily Parker publiait un nouvel article chaque jour. Mais le poids des dettes, lui, restait écrasant. C'est alors que, contre toute attente, Tommy Carter se présenta à l'entrée du refuge. James l'aperçut depuis la barrière. Il plissa les yeux méfiants. Le gamin attendait dans un vieux pick-up, les yeux rouges, le visage pâle. « 3 heures que j'attends ?» dit-il alors que James approchait. « Je savais que tu finirais par revenir. »« Qu'est-ce que tu veux, Tommy ?» demanda James, épuisé. « Si ton père t'envoie vérifier les dégâts, dis-lui qu'il a réussi. On est presque en faillite. Max est entre la vie et la mort. Il a gagné. » Tommy secoua la tête. Il regarda ses mains. Elles tremblaient. « Justement, c'est pour ça que je suis là. Je peux plus continuer comme ça. Je peux plus me taire. » Il inspira, puis parla d'un seul souffle. Mon père n'a jamais eu l'intention de s'occuper de Max. Il m'a dit de le laisser affamer, de lui donner à manger 1 fois par semaine, juste assez pour qu'il tienne jusqu'à ton retour. James blêmit. Il a dit que t'étais trop adulé par la ville, trop glorifié, et que ça te ferait redescendre sur terre, que tu méritais une leçon. Tommy éclata en sanglots. J'ai suivi, je l'ai écouté, et maintenant, je vois ce que j'ai fait. Je t'ai trahi. J'ai trahi Max. Et ça me dégoûte. James recula d'un pas. Il avait toujours cru que Max avait été négligé, qu'on l'avait oublié. Il n'avait jamais envisagé la cruauté préméditée. « Pourquoi me dire ça maintenant ?» Tommy renifla. « Parce que il a dit que t'allais perdre Max. Et il avait l'air content. Il a dit que c'était poétique, que tu crèverais à essayer de le sauver. Et j'ai compris que c'était plus qu'une vengeance. C'était de la haine, pure. » Il releva les yeux. « Je peux pas vivre avec ça. » James resta un long moment sans parler. Puis, il tourna les talons, sans un mot. « Où tu vas ?» cria Tommy derrière lui. « Voir ton père. » James poussa la porte de la quincaillerie de Carter. Quelques clients traînaient dans les rayons. Ils se figèrent à la vue de James. Frank, derrière le comptoir, afficha un sourire cynique. « Wilson, j'ai entendu dire que t'étais au bord de la faillite. Dommage que le concert ait pas lieu plus tôt, hein ?» James ne répondit pas. Il franchit les 4 mètres qui les séparaient. Lentement, les yeux dans les yeux. Puis il bondit par-dessus le comptoir et attrapa Frank par le col, le plaquant contre le mur. Les boîtes de vis et les crochets tombèrent au sol. « Il vaut 10 fois plus que toi, ce chien. » Frank suffoqua. « C'est juste un chien qui m'a sauvé et que t'as voulu tuer. » C'est à ce moment-là que la clochette de la porte tinta et que le shérif Dawson entra. Emily Parker le suivait, appareil photo à la main. « Lâchez-le, Wilson, dit calmement le shérif. On n'a pas besoin d'un chef d'inculpation de plus. » James relâcha lentement sa prise. Frank tomba, haletant. Le shérif s'approcha. « Frank Carter, je vous informe que vous êtes placé en garde à vue. Pour maltraitance animale aggravée, fausse déclaration et participation à un complot de fraude. » Frank se figea. « Quoi ? C'est une blague ? » « Non.
C'est basé sur le témoignage de votre propre fils et sur des documents financiers reliant vos agissements aux décisions du maire. Le visage de Frank devint livide, mais Thompson avait promis. Il a dit qu'il gérerait tout. Le shérif hocha la tête. Eh bien, figurez-vous que le maire a ses propres problèmes, désormais. Ce soir-là, l'article d'Emily Parker fut mis en ligne sur le site du Pine Ridge Gazette. Le titre, sobre et direct, claqua comme une gifle. Le maire et un conseiller municipal impliqués dans un réseau de maltraitance animale et de conflits d'intérêts. Les photos de cages empilées dans un entrepôt miteux, les documents financiers reliant le maire Thompson à la société Westland Enterprises, une société écran appartenant à son frère cadet, et les aveux de Tommy Carter, tout y était. Et le lendemain matin, la bombe explosa. Les grands journaux régionaux reprirent l'affaire. WKPR envoya une équipe spéciale. Les médias nationaux en parlèrent dans les bulletins de fin de soirée. Sur Twitter, le mot-clé # Justice pour Max dépassa les 30 000 partages. Et pendant que le pays entier découvrait l'histoire de Max à Columbus, dans un hôpital vétérinaire calme, James Wilson veillait, le téléphone à la main. Les yeux fixés sur la perfusion. Quand l'administratrice de l'hôpital entra, il se redressa, le souffle court. « Une personne anonyme a appelé, dit-elle en lui tendant une feuille. Elle a réglé l'intégralité des frais médicaux de Max et laissé des fonds pour continuer son traitement. » James resta figé. « C'est une blague ? » ?»« Pas du tout. Elle a juste demandé qu'on vous transmette ce message. Tout le monde n'est pas comme Frank Carter. » Le lendemain matin, alors que James s'assoupissait dans le fauteuil près de la cage de Max, une silhouette se pencha doucement vers lui. Un homme élégant, grand, la soixantaine avancée. Costume sombre, impeccablement taillé, regard droit, calme. « Sergent Wilson ?» James ouvrit les yeux. « Je suis John Keller. » Le nom résonna aussitôt dans sa mémoire embrumée. John Keller, PDG de Keller Technologies, ancien militaire, milliardaire et légende vivante du monde des vétérans. James se redressa, aussitôt debout. « Monsieur, c'est un honneur. Asseyez-vous, soldat. Je suis venu pour Max. » Keller regarda le chien, affaibli mais conscient, allongé sous sa couverture. Max leva les yeux curieux. Il renifla doucement la main tendue, puis la lécha. Keller sourit. Il sait reconnaître un ami, lui aussi. Il s'installa et pendant l'heure qui suivit, il raconta comment il était revenu du Vietnam, brisé, perdu. Un chien errant l'avait adopté, pas l'inverse. C'est ce chien qui l'avait sorti de l'abîme, pas sa famille, pas l'État. Et quand le chien mourut, des années plus tard, Keller avait cru sombrer de nouveau. Mais il s'était accroché et avait construit un empire. Quand j'ai lu votre histoire, dit-il à James, je savais que je devais intervenir. Il sortit une lettre. Je suis prêt à offrir une subvention équivalente à $1 million. James écarquilla les yeux. À une condition, ajouta Keller, que Max Mission devienne une fondation officielle, avec des programmes pour les vétérans, des binômes chiens-soldats, des réinsertions par l'animal. James ne trouvait pas ses mots. Keller lui tendit la main. Parfois, le système échoue. Quand ça arrive, ce sont des gens comme vous, qui créent quelque chose de mieux. Pendant ce temps, à Pine Ridge, le vent tournait. Un groupe de citoyens lança une pétition pour révoquer le maire Thompson. Des centaines de signatures furent recueillies en 24 heures. Frank Carter ferma son magasin, un panneau fermé indéfiniment, cloué sur la vitrine. Et dans la campagne, les bâtiments de Westland Enterprises furent perquisitionnés. Cages vides, chiots entassés, odeurs nauséabondes, preuves accablantes, la vérité éclata enfin, pas grâce à un discours officiel, mais grâce à Max, un chien abandonné, affamé, oublié, qui avait réveillé la conscience d'une ville entière. Et ce jour-là, à l'hôpital vétérinaire, alors que James caressait doucement la tête de Max, le berger allemand leva lentement les yeux vers lui et fit un battement de queue, faible, mais là, comme pour dire « Je suis encore là, je n'ai pas lâché ». Toi non plus. La nouvelle du don de John Keller fit l'effet d'un séisme à Pine Ridge. Non seulement cela garantissait la survie de Max Mission, mais cela lui ouvrait aussi les portes d'un avenir inespéré. Le vieux terrain de la ferme Jensen, sur la route de County Road 8, fut officiellement acheté par James grâce au soutien du fonds de Keller. 15 hectares, une maison délabrée, 3 anciens bâtiments laitiers, désormais, ce serait le cœur de Max Mission. Et chaque matin dès l'aube, on entendait le son des marteaux, des scies circulaires et des voix de vétérans résonner dans les collines. Marcus Reyes, l'ancien marine, supervisait le chantier avec fierté.
Passe-moi le niveau, capitaine Compassion, lança-t-il à James en souriant. Jamais pensé qu'un jour je construirais des chenilles au lieu de défoncer des portes, mais bon, la compagnie était meilleure ici. James esquissa un sourire, un vrai. Les jours de cauchemar n'étaient pas finis. Mais désormais, il n'était plus seul. Max lui aussi allait mieux. Il marchait à nouveau. Lentement, avec une légère boiterie, mais avec cette dignité retrouvée, il inspectait les enclos, reniflait les nouvelles recrues, saluait les visiteurs. Il était devenu plus qu'un survivant. Il était le symbole d'une renaissance. Pourtant, malgré l'enthousiasme, les critiques ne disparurent pas. Un matin, un panneau anonyme apparut à l'entrée de la propriété. Les amoureux des chiens se soucient plus des animaux que des humains. James le laissa. Il ne l'enleva pas, parce que ce panneau représentait exactement la bataille qu'il menait. Le dimanche suivant, le pasteur William Grant de la First Baptist Church consacra tout son sermon à Max Mission. Un chien peut être le meilleur ami de l'homme, oui, mais Dieu nous appelle d'abord à aimer notre prochain, pas les bêtes. La congrégation se divisa. Certains acquiescèrent, d'autres sortirent en silence, le visage fermé. Le lundi matin, James reçut 12 nouveaux dons. Parmi eux, une lettre d'une vieille dame de l'église contenant un chèque et ces mots « On peut aimer les deux ». Le plus fort des contre-courants vint cependant des éleveurs et des exploitants agricoles. La peur s'était installée. Et si Max Mission aboutissait à des lois plus strictes? Et si leurs pratiques d'élevage étaient un jour remises en cause? Hank Dremond lance officiellement l'Alliance de protection agricole, un collectif destiné à défendre la ruralité contre les excès du bien-pensant animalier. Wilson est un citadin déguisé, lançait-il dans les dîners. Il comprend rien à la réalité de l'élevage. Les animaux ne sont pas des enfants, ce sont des ressources. Mais ces mots peinaient à couvrir les résultats. Le bar local organisa une soirée caritative. 12 000 $ récoltés en une seule nuit. Une ancienne prof de lycée offrit sa collection de pièces rares. Le garage voisin construisit 6 niches en bois gratuitement. Et chaque soir, Sarah Mitchell arrivait, fatiguée, les bras chargés de médicaments, de croquettes, de sourires silencieux. Elle et James passaient de plus en plus de temps ensemble, souvent assis sur le vieux porche, Max couché entre eux. « Tu travailles trop », lui disait-elle en s'appuyant contre son épaule. « T'as vu ton coffre? Il déborde de médicaments. » C'est vrai, elle souriait. Mais ici, j'ai l'impression de servir à quelque chose. Elle lui raconta pourquoi elle avait choisi Pine Ridge. Mon père était militaire, on déménageait tous les 2 ans. J'ai passé ma vie à ne pas appartenir. Ici, j'ai trouvé un endroit où planter mes racines. Elle baissa les yeux. Et puis, j'avais besoin de croire qu'on pouvait réparer des choses, même petites, même une à la fois. James la regarda, longuement. Et ce soir-là, pour la première fois, il l'embrassa sans peur. Ce n'était pas un baiser de survie, c'était un baiser de reconstruction. Mais les cauchemars, eux, ne cédaient pas si facilement. Certains soirs, James se réveillait encore en sursaut, la gorge nouée, le souffle court. Parfois, il se revoyait dans le désert, hurlant des ordres sous les tirs. Parfois, il se voyait enchaîné à un poteau, le corps décharné, affamé, pendant que Frank Carter le regardait rire. Et chaque fois, Max était là, pas pour recevoir, mais pour offrir sa présence, sa chaleur, son ancrage. Le premier vrai test de Max Mission eut lieu en mai. Une femme âgée fut hospitalisée. Chez elle, on découvrit 15 chiens, vivant dans des conditions épouvantables. Pas d'agent animalier, pas de solution officielle. Le shérif Dawson appela directement James. « Je peux rien faire officiellement, mais si un citoyen venait à intervenir bénévolement. » James raccrocha, puis appela Marcus, Sarah et 2 bénévoles. Ils travaillèrent toute la nuit, réorganisèrent l'ancienne grange, installèrent des séparateurs, des coussins, des points d'eau. Sarah traita les plaies, les infections, les gencives. Au petit matin, les chiens étaient soignés, nourris, sécurisés. Et Max, comme toujours, faisait la ronde. À la fin du mois, Max Mission comptait 27 pensionnaires, 19 chiens, 5-6 chats, 3 chevaux récupérés dans le comté voisin. Le budget, lui, craquait de partout. James avait tout mis, ses cartes, ses économies, son énergie, sa santé. Emily Parker, devenue leur journaliste attitrée, le regarda un soir alors qu'il marchait près de la clôture. « Tu vas tenir combien de temps comme ça ?» Il haussa les épaules. « Jusqu'à ce qu'on trouve un autre moyen ou qu'on tombe. Tu devrais déposer un statut d'association. Il y a des subventions, des fondations, des aides. » Il ajouta ça à la liste. Entre les soins, les adoptions, la sécurité,
L'entretien, la gestion de la nourriture et des appels, les journées faisaient 20 heures. Il avait maigri. La nuit suivante, Frank Carter fut filmé à 2h17 du matin en train de jeter des œufs sur le panneau d'entrée. Le shérif, cette fois, ne put détourner le regard. Frank reçut une amende, une injonction et un dernier avertissement. Il comprit que le vent avait tourné. Le jour du concert de soutien, la ville entière se retrouva sur le champ derrière l'ancienne grange. 2000 personnes, des drapeaux, des stands, des enfants, des anciens combattants, des familles. Sur scène, Dallas Montgomery interpréta Faithful Companion, les larmes aux yeux, tandis que Max, vêtu de son gilet d'ambassadeur, s'allongeait fièrement au pied de la scène. Au total, plus de 300 000 $ furent levés ce jour-là. De quoi transformer Max Mission en un refuge pérenne. Mais l'argent n'était pas le plus important. Ce fut ce qui suivit. Le vote du conseil municipal. Cette fois, la salle communautaire était pleine, comme lors du premier conseil. Sauf que cette fois, tout avait changé. Thompson était absent, sous le coup d'une procédure de révocation. Frank Carter avait démissionné, son magasin était à vendre. Et sur l'estrade, c'était James qui prenait la parole. Mais cette fois, il ne parlait pas pour Max, il parlait pour tous les autres. Ce que nous avons bâti ici n'est pas une attaque contre la ruralité. Ce n'est pas une croisade morale, c'est une réponse au silence, à l'inaction. Il leva les yeux. Ce n'est pas une guerre, c'est une mission. Et ce jour-là, le conseil vota à l'unanimité pour reconnaître Max Mission comme partenaire officiel de la ville, avec droit d'accueil, de réhabilitation et de médiation vétérinaire. Les mois suivants furent une explosion de projets. Un centre pour vétérans attenant à la ferme vit le jour. Un programme chien-soldat fut mis en place. Un petit garçon atteint d'autisme adopta une chienne nommée Rosie. Un ancien policier, en dépression, fut jumelé avec un labrador abandonné. Et Max, fidèle à son poste, continuait ses rondes. Puis, un matin d'automne, au lever du soleil, James sentit un poids contre sa jambe. Maximum. Paisible. Immobile. Il avait fermé les yeux. Et cette fois, il ne les rouvrit pas. James ne cria pas. Il ne pleura pas tout de suite. Il le serra contre lui. Longtemps. Puis il leva la tête et vit Sarah, Marcus, Emily et des dizaines d'autres, tous là, parce que Max avait changé leur monde. Max fut enterré au sommet de la colline, à l'arrière du refuge, sur sa pierre gravée simplement « Max, soldat, sauveur, ami ». Il n'a jamais abandonné, nous non plus. Et chaque matin, au lever du soleil, James Wilson monte jusqu'à cette pierre. Il s'y assied, ferme les yeux et écoute le vent. Il entend les pas, les battements, les vies sauvées. Et il sait que Max est là, pas dans la terre, mais dans chaque acte de compassion né depuis. Et alors seulement, il se lève et continue la mission. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. N'oubliez pas de laisser un like et de commenter ci-dessous pour me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo pleine d'émotions et de rebondissements.